Touchez votre cible en communiquant sur Radio Afrique Santé. Contactez notre service commercial au 00 229 57 00 00 60 ou sur contact@webafriquesanté.com pour la conception, l'enregistrement, la production et la diffusion de votre spot publicitaire. Faites le bon choix et passez au niveau supérieur pour une communication simple, moderne et efficace. Nous sommes à votre disposition pour toute question. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur Radio Afrique Santé, émettant depuis le Bénin. Nous sommes à Bomé-Calavi, dans le département de l'Atlantique. Bienvenue sur l'émission Talent de la Diaspora. Cette émission, vous le savez déjà, qui a pour mission de braquer les projecteurs sur les Africains, les Béninois, les Africains de la diaspora. Radio Afrique Santé, vous le savez, ambitionne au travers de cette émission conduire à une prise de conscience au sein de la jeunesse africaine afin que l'exceptionnel parcours de nos invités puisse faire école. Pour le compte de cette émission, nous recevons pour vous un retraité de la fonction publique territoriale, expert en communication et stratégie numérique. Il est doté d'une vaste expérience, pour ne pas me répéter, en communication et médias, relations économiques internationales et stratégie digitale, président du Haut Commissariat des Béninois de l'extérieur. Je crois que c'est bien cela, monsieur Romain Dacosta. Bonjour. Au Conseil des Béninois. Au Conseil des Béninois de l'extérieur, voilà. Bonjour. Bonjour, monsieur Romain Dacosta. Bonjour. Alors, présentez-vous à nos auditeurs et internautes de Radio Afrique Santé. Vous avez déjà pratiquement tout dit. Je suis Romain Dacosta. Je suis un Béninois né au Bénin avant l'indépendance, donc né au Dahomey. Je réside en France depuis 48 ans. Et j'ai exercé pendant 43 ans dans la fonction publique territoriale française. Parallèlement à ça, je suis le président du bureau exécutif mondial du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur. Bureau exécutif mondial voilà. du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur. Voilà, dont le siège est basé à Cotonou, à Papa. D'accord. Voilà. Alors, pourra-t-on, monsieur Dacosta, comprendre votre parcours professionnel? Bien sûr. J'ai eu, dans le cadre du FEGEM, le Festival de la jeunesse et de la musique, qu'a organisé le président de l'Association nationale des communes du Bénin, en même temps le maire de Cotonou, le président Luc Atropo. J'ai été sollicité pour rencontrer des jeunes Béninois avec qui nous avons longuement échangé. Et j'avais des conseils à leur apporter. Il y avait des étudiants, il y avait des jeunes diplômés. Et on m'a demandé mon parcours, comment j'ai fait pour me retrouver en France. J'ai dit à ces jeunes-là, vous avez beaucoup de chance parce que je suis en face de jeunes qui ont des uniformes d'école supérieure de management. Vous avez des parents qui peuvent vous payer donc, vos scolarités. Vous avez tous des smartphones dans la main. Donc vous n'avez pas le droit de vous plaindre. Parce qu'il y a des jeunes qui ne peuvent même pas aller à l'école, dont les parents n'ont même pas la capacité de leur payer leur scolarité. Et je pense que j'ai été de ceux-là. J'ai failli ne pas aller à l'école du tout, parce que mon père n'était pas allé à l'école, mon père était un paysan, ma mère était une commerçante, donc rien ne me prédestinait à aller à l'école. Je me suis retrouvé à l'école. Par hasard, j'ai failli quitter l'école quand j'étais au CM1. Une main généreuse m'a ramené encore à l'école. Lorsque j'ai eu le baccalauréat, j'étais boursier, mais la bourse a miraculeusement disparu. Donc j'ai eu des cousins qui ont tout fait pour que je puisse me retrouver en France. Vous voyez. Donc on m'a tendu la main à chaque fois. Et ce sont ces mains-là que j'ai saisies pour me retrouver ici, là où je suis aujourd'hui. Parce qu'une fois que je suis arrivé en France, une fois qu'on m'a tendu cette main, je l'ai saisie. J'ai pris toutes les occasions qui m'étaient offertes. Je donnais des cours de maths. Et c'est grâce aux cours de mathématiques que je me suis retrouvé à la mairie de Rosny-sous-Bois en juin 81. Et je ne l'ai pas quitté jusqu'en
septembre 2024. Grâce au cours de mathématiques, vous êtes Oui. retrouvé à la mairie de Rosny-sous-Bois. Oui, parce que Comment? en fait, C'est la magie, expliquez-nous. J'ai des professeurs qui ont trouvé en moi un élève brillant. Curieusement en français, j'étais le premier en français en France, et également brillant en mathématiques. Oui. Donc, un professeur de mathématiques m'a sollicité pour donner des cours à tous ces élèves de seconde, première, terminale qui étaient vraiment en difficulté de mathématiques. C'est comme ça que j'ai commencé par donner des cours, et chaque élève à qui je donnais des cours voulait encore me présenter d'autres élèves, et de fil en aiguille, j'ai eu un élève dont les parents voulaient s'assurer que je ne quitterais pas la France, et pour que je puisse rester en France, ils m'ont généreusement ouvert les portes de la mairie de Rosny-sous-Bois, où je suis rentré, tenez-vous bien. J'étais déjà diplômé d'un brevet de technicien supérieur en fabrication mécanique. J'étais licencié en sciences économiques, mais on m'a proposé d'être un coursier, c'est-à-dire appariteur, enquêteur, et j'ai accepté ce poste qui m'a permis de rentrer à la mairie de Rosny-sous-Bois. Et c'est petit à petit que j'ai gravi toutes les marches, voilà, pour devenir attaché principal, attaché hors classe, et ensuite les grades, directeur territorial, directeur de la communication et directeur des relations internationales. Alors, c'est un parcours inspirant. Comment est née cette passion pour la communication et les médias? Alors, c'est un peu, je vais vous dire, c'est venu par hasard. Comme je viens de vous le dire, j'ai été recruté à la mairie de Rosny-sous-Bois comme appariteur enquêteur. Je devais passer dans les institutions. Je devais aller dans les maisons pour suivre des gens qui doivent de l'impôt et qui ont disparu. Donc, dans notre métier, moi, quand je recevais les piles d'enquête, je les faisais très sérieusement. Et je donnais donc des réponses bien documentées. Pendant ce temps, mes collègues ne faisaient pas leur enquête sérieusement. Ils griffonnaient quelques petites conclusions. On n'habite plus à adresse indiquée, on ne l'a pas retrouvé. Donc, comparant ces deux formes de travail, les commanditaires ont donc attiré l'attention de la mairie sur moi en disant « Vous avez un élément qu'il faut encourager ». C'est ainsi qu'un jour, je voulais aller demander à postuler sur un autre poste, quand automatiquement on m'a dit « Ben non, pourquoi vous voulez aller dans ce poste-là, puisqu'il y a un poste qui peut vous intéresser, vous êtes étudiant, vous êtes licencié, vous aimez la photographie, on va vous mettre dans notre service information ». Voilà comment par hasard, je me suis retrouvé au service information. Je dis bien information parce que le terme de communication n'existait pas à cette époque. On faisait de la propagande, c'était le bulletin municipal d'information, il fallait passer de la pommade à relire à l'autorité qui vous embauche. Dès que j'ai été intégré au service information, j'ai compris que je n'étais pas journaliste. On me demande d'écrire des articles, de prendre des photos, mais c'est votre plume qui vous l'a valu, ce poste-là. Alors, non, puisque on m'a pris parce que j'étais un étudiant brillant, diplômé, licencié. Et à l'époque, on pensait que parce qu'on a une licence, on pouvait être journaliste. Ce qui est faux. Et il faut le redire aujourd'hui. Un philosophe n'est pas un journaliste. Bien sûr. Le journalisme est un métier pur, et qu'il faut donc apprendre. Donc, je me suis rendu compte que, bien qu'étant licencié en mathématiques, je n'étais pas journaliste. J'ai demandé qu'on me forme. Et je suis allé automatiquement au CFPJ, le centre de formation et de perfectionnement des journalistes. Voilà comment ma carrière de communication a commencé. D'abord journaliste, maquettiste, secrétariat de rédaction, et petit à petit, l'avènement de la PAO, publication assistée par ordinateur, le Minitel, le fax, la télécopie. Voilà comment, petit à petit, on est arrivé donc à l'informatique, au multimédia, parce que vous savez très bien qu'avant de parler de médias, tous les médias étaient, comment dit-on, prenaient chacune leur chemin. La voix était à part, le texte était à part et l'image était à part. Ils ne cohabitaient pas. C'est petit à petit qu'on est arrivé donc à numériser et la numérisation donc a tout mis donc dans le même canal. Et voilà comment sont nés d'abord le DVD, puis Internet. Voilà mon parcours dans la communication. Je peux vous dire qu'en France, je fais partie des pionniers
de la communication moderne. D'accord. Justement, un Africain à la mairie de Rosny-sous-Bois, vous l'avez dit, oui. Vous n'y êtes pas rentré en tant que directeur des relations internationales. Pas du tout. Alors, les échelons n'ont pas été également gravis sans difficulté. Est-ce que tout a été facile? Alors, la cohabitation, comment ça s'est passé? Non, tout n'a pas été facile. Mais quand même, j'ai eu la chance, je pense, d'être arrivé quelque part où on dit au pays des aveugles, les borognes sont rois. Quand j'étais rentré dans la fonction publique en France, la fonction publique n'était pas aussi spécialisée qu'elle ne l'est aujourd'hui. On rentrait dans la fonction publique parce que on avait fini ses études et on ne savait pas quoi faire. Et puis, on recrutait des gens sans vraiment de grande spécialité. Et moi, je me suis retrouvé là-dedans, je vous ai dit, niveau licence, je devais quand même être parmi les plus diplômés et une poignée de diplômés à l'époque. C'est ce qui m'a permis de faire mon chemin, à la grande surprise de ceux qui étaient là avant moi, qui ne comprenaient pas pourquoi l'ascension était aussi fulgurante, parce que effectivement j'étais un peu dans le désert. Je vous dis que la communication, ça n'existait pas quand je suis rentré. Et dans plein de domaines, l'informatique n'existait pas. Les ressources humaines n'existaient pas. J'ai donc pratiquement vu tout arriver. Et c'est là où, quand j'ai commencé par gravir les échelons, que les rivalités et les jalousies ont commencé. Il y en a eu. Et bien sûr, il y a eu des jalousies, il y a des gens qui ne comprenaient pas que... Et à l'époque, je n'étais même pas français. Des Africains comme vous ou pas du tout, des non. Français? J'étais le seul Africain dans une mairie où il y avait à l'époque à peu près 800 à 900 employés. Et sur ces 800 à 900 employés, les seuls Africains que vous allez rencontrer étaient des gens, on disait des travailleurs de surface. C'est ceux qui balayaient la rue ou qui répandaient le goudron noir sur le... Donc vous étiez pratiquement le seul Africain dans le dispositif. J'étais le seul Africain à un niveau décisionnel. Et effectivement, ça commençait par faire du bruit parce qu'on ne comprenait pas qu'à l'époque, je n'étais pas français et que je puisse occuper ce genre de poste, alors que la loi avait prévu qu'un contractuel puisse occuper cette fonction. Donc, j'étais d'abord contractuel et c'est petit à petit que grâce à une nouvelle loi, j'ai pu être intégré en tant que fonctionnaire. D'accord. Alors, dans cette carrière-là, dans l'exercice de cette mission, vous avez certainement rencontré, vous en parlez tout à l'heure, des difficultés. Comment les avez-vous surmontées? Alors, je vais vous dire, il faut avoir foi en soi-même et il faut être sûr de ce que l'on sait. On vous agresse, on vous met au défi mais quand je vous dis par exemple que quand il y a eu l'avènement du numérique, de l'internet, très peu de gens étaient qualifiés, et les décideurs, et la population, et même les collègues auxquels on faisait face. À partir du moment où moi j'ai maîtrisé cette technologie, cette technique, j'ai réussi, là où les autres communes n'arrivaient pas à réussir, j'ai réussi à amener la ville de Rosny-sous-Bois 6 fois numéro 1 au concours Ville Internet, les 5 arrobases. Quand vous êtes capable de faire ça, quand vous êtes capable d'être celui qui a apporté la télévision locale dans une ville de 40 000 habitants, ou dans les 36 000 communes de France, il n'y a pas 5 villes qui ont réussi à avoir la télévision locale. Quand vous êtes celui qui est pionnier dans l'avènement de la vidéo sur le téléphone, quand vous êtes l'un des premiers à lancer le podcast vidéo devant TF1, qui est la première chaîne française, on est obligé de vous respecter. Et le maire de Rosny qui m'avait embauché, ou qui m'a repris, M. Claude Pernès, qui est décédé maintenant, me regardait en face et disait à ceux qui me critiquaient, il me disait, vous ne pouvez rien contre Dacosta Romain. Dacosta Romain a une immunité technique. Ce qui veut dire que techniquement, vous ne pouvez pas arriver au bout de Dacosta. Et tant que vous n'aurez pas raison techniquement de lui, pour moi, il demeure donc le meilleur. Voilà comment j'ai affronté les ennuis, les rivalités et les jalousies. C'est grâce au travail. Et le maire de Rosny a rajouté, n'ayez peur de rien, vous êtes insubmersible.
Voilà. D'accord. Alors, au cours de la carrière, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Qu'est-ce qui m'a le plus marqué? Alors, je dirais que c'est la création de la télévision locale de Rony. Ok. Parce que ça m'a permis effectivement vraiment d'aller très très haut, de discuter avec le CSA, de rencontrer mais pratiquement tous les politiciens de France, depuis Jacques Chirac jusqu'à ce qu'on entend aujourd'hui. Si vous me parlez de Bruno Retailleau, oui, je l'ai vu arriver en politique. Si vous me parlez de Jean-Christophe Lagarde, oui, je l'ai vu arriver en politique. J'ai fait la campagne de Bar, de Balladur, de Bayrou. Donc voilà, ce que je retiens dans ça, c'est un petit noir qui se retrouvait dans un océan de blanc qu'on appelait, à qui on demandait des conseils et qui était un peu l'attention de tout le monde. Et ça, je vous dis, c'est ce que je pense avoir gagné de plus dans ma vie en ayant fait 43 ans dans la fonction publique territoriale en France. Ouais. Et qu'avez-vous gagné de ce brassage avec les politiques? Qu'est-ce que j'ai gagné? De ce brassage avec les politiques. Alors, j'ai gagné d'abord le respect, le respect là-bas. J'ai gagné également le respect chez moi au Bénin, parce que ce brassage que j'ai eu là-bas m'a exposé vis-à-vis donc de mes compatriotes. C'est ainsi que j'ai pu travailler dans le cabinet du président Soglo quand il était président, que je l'ai accompagné dans Dieudonné Soglo, que je l'ai accompagné dans sa gestion de la ville de Cotonou de son premier mandat jusqu'à son dernier, que j'ai poursuivi avec son fils, que j'ai continué avec M. Yonofon jusqu'à aujourd'hui avec le maire Luc Setondia. Voilà, ce que j'ai gagné vraiment en France, c'est cette visibilité qui m'a permis maintenant d'apporter votre compétence à l'interne. À mon pays. Alors, vous avez travaillé à la fonction publique territoriale. Comment appréciez-vous le chemin parcouru par votre pays en matière de décentralisation? Là, c'est une grande question. Sincèrement, je ne vais pas avoir la langue de bois. Je fais partie de ceux qu'on a consultés au moment où on était dans le processus de la décentralisation. J'ai reçu à Rony une délégation composée du directeur de cabinet du président Mathieu Kérékou, du directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, de la mission de décentralisation, de la maison de la collectivité locale et d'un conseiller technique français qui les accompagnait dans ce parcours. Donc, c'est à Rony que nous avons évoqué l'avenir, le projet de décentralisation au Bénin. Depuis, je suis l'avènement de très très près. Je vous ai dit que j'ai accompagné le président Soglo jusqu'à à la fin de son mandat de maire. Je suis au quotidien aux côtés des collectivités territoriales béninoises. J'ai accompagné, grâce à la mairie de Rony-sous-Bois, plusieurs collectivités territoriales béninoises dans plusieurs domaines: le renforcement des capacités, la gestion des ordures ménagères, la culture, le sport, la santé. Et ce que je retiens très sincèrement, c'est qu'on a encore du chemin à parcourir. Il y a un jalon qui a été posé. Si tout allait bien, il n'y aurait pas eu la nouvelle loi qui a été sur les secrétaires exécutifs. Voilà, il n'y aurait pas eu cette nouvelle loi. Mais malgré cette nouvelle loi, je le dis, je ne veux pas trop en dire ici parce que je le recommande dans les lieux où il le faut, cette nouvelle loi a un peu paralysé le fonctionnement des collectivités territoriales. Et à vouloir bien faire, à vouloir limiter la corruption, en fait, on a mis deux pouvoirs qui se regardent face à face et ce qui bloque un peu l'avancement des affaires donc des territoires. Au niveau des collectivités, oui. Voilà. Et pour vous dire, pour ne pas trop en dire, si la décentralisation marchait si bien, il n'y aurait pas ce retour de la reprise des compétences qui étaient attribuées aux communes. Puisque nettoyer les villes, ramasser les ordures, était une prérogative des mairies. Aujourd'hui, c'est la SGDS qui le fait. Pourquoi? Parce que les villes ont échoué dans ce domaine. Aujourd'hui, c'est l'État qui
quand il tombe, va travailler, qui devient maître d'œuvre pour les communes Il y a dans la création qui des pensent stades. qu'on en est arrivé à la recentralisation. Non, on ne va pas arriver à la recentralisation. Il y a certains qui pensent qu'on y est déjà là, avec ce qui se passe. Oui, mais s'ils pensent qu'ils sont déjà, c'est qu'ils n'ont pas saisi l'opportunité qui leur était donnée d'être de vrais gestionnaires des collectivités territoriales. Vous savez, quand on vous donne des prérogatives, quand on vous rend autonome, vous devez prendre vos responsabilités et faire les choses comme ils se doivent. Vous êtes maire, vous êtes chargé de la propreté de la ville. Vous êtes chargé de l'état des routes. Vous êtes chargé du bon fonctionnement des écoles, de la petite enfance, des centres de santé. Est-ce que nos maires faisaient ça réellement? Est-ce que nos maires étaient capables de réhabiliter leurs écoles? Mais ils ne le faisaient pas, pourquoi? Parce que peut-être ils n'en avaient pas les moyens, non? Pardon? Parce que peut-être ils n'en avaient pas les moyens, non? Vous savez combien était mis dans, comme budget pour le traitement des ordures ménagères à Cotonou? Bien sûr qu'ils avaient les moyens. Et quand on n'a pas les moyens, et quand on est une collectivité territoriale, la loi donnait les prérogatives pour aller emprunter s'il le faut. Je prends l'exemple du marché d'Antopa, où la mairie de Cotonou, où les maires successifs se sont battus pour récupérer le marché d'Antopa. Alors qu'ils pouvaient laisser ce marché d'Antopa, ils avaient des réserves foncières pour faire de la concurrence à Dantopa et gagner des richesses pour la commune, et ils ne l'ont pas fait. Donc, il y a un manque de compétences au niveau des communes. Il faut pas se voiler la face. Il y a un manque de compétences qui est dû au fait qu'il n'y a pas de fonction publique territoriale au Bénin. Nous avons une fonction publique d'État bien structurée, avec des hauts cadres. Nous avons la fonction publique hospitalière, mais nous n'avons pas de fonction publique territoriale. Nous n'avons pas d'agents administratifs, nous n'avons pas de rédacteurs, nous n'avons pas d'attachés. C'est des agents de l'État qui le font. Oui, mais bon, l'agent de l'État n'est pas un agent de collectivité. Voilà. Je vous donne un exemple très simple. Au niveau de l'État, au niveau du ministère du cadre de vie, la direction de l'aménagement du territoire a mis en place des prérogatives que les communes doivent exécuter dans les PDC, que les agglomérations doivent mettre en œuvre. Ces dispositifs, les communes sont incapables de les mettre en œuvre. Dans le PDC, dans le plan d'occupation des sols, demandez à la commune de Godomé, enfin à l'agglomération de Godomé, s'ils savent ce que s'appelle un plan d'occupation des sols. Voilà, comment on le met en place. C'est ça le problème. On a mis en place la décentralisation, mais il n'y a pas encore réellement les compétences pour gérer. Et c'est normal qu'aujourd'hui, qu'un État qui veut avancer, qu'une ville comme Cotonou, il est normal que l'État, dans un premier temps, montre l'exemple. J'ai critiqué la loi, ce qui veut dire que je ne suis pas avec l'État contre les collectivités. Je reste vraiment dans mon rôle d'arbitre, dans mon rôle d'objectivité. Je dis, l'État avait raison de commencer à d'abord reprendre, dans un premier temps, des prérogatives de la mairie, parce que ça ne se faisait pas. Mais la loi sur les SE, je pense qu'il faut la corriger, redonner aux maires toutes leurs compétences, toute leur puissance, parce que le maire... Annuler les secrétaires exécutifs, c'est ce que vous dites. Je dis, il faut reprendre la loi, redonner aux maires leur pouvoir tel que la loi le prévoit, mais en même temps, exiger qu'il y ait une fonction publique territoriale digne de ce nom, et que le préfet soit là pour être la police vigilante qui veille à ce que les maires travaillent dans le cadre et mettent en place tous les systèmes de contrôle possibles pour éviter la corruption et la gabegie. Parce que à vouloir dire nous voulons mettre fin à la corruption, on a mis en place une loi en fait qui bloque, et pour finir, l'État est obligé de réintervenir. Et si, honnêtement, entre nous aujourd'hui, on avait demandé aux communes de construire les marchés qu'on est en train de voir fleurir, vous pensez qu'elles auraient pu le faire? Si le budget avait été remis aux communes pour faire les marchés qu'on est en train de faire aujourd'hui, vous pensez qu'elles auraient pu le faire? Les stades qu'on a construits au Bénin aujourd'hui, vous pensez que si le budget avait été remis aux mairies,
elles auraient pu nous construire. C'est à moi de vous poser ces questions, justement. Mais je vous la retourne. Elles n'auraient pas pu le faire. Okay. C'est pour ça que l'État, aujourd'hui, dans un premier temps, l'État doit montrer l'exemple. Et à partir du moment où cet exemple est montré, il faut revoir la loi de la décentralisation et redonner aux maires leur rôle de gouvernement local. Vous pensez qu'on pourrait revenir à la normale? Mais bien sûr, bien sûr. Je ne pense pas que ceux que nous gouvernent sont des, sont des autistes. Ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Je pense qu'ils vont revenir. Bien entendu, le président Talon dire, voilà, je ne suis pas obtus. Quand je vois que je n'ai pas raison, oui, je peux reconnaître mes erreurs. Il l'a dit. Et on doit être suffisamment assez nombreux autour de lui et a dit franchement, sans état d'âme, quand ça va, oui, ça va. Quand ça ne va pas, non, ça ne va pas. Merci, Monsieur Romain Dacosta. Je rappelle aux amis internautes et auditeurs de Radio Afrique Santé que nous recevons pour Talent de la diaspora Romain Dacosta, retraité de la fonction publique territoriale, directeur des relations internationales à la mairie de Rony-sous-Bois, expert en communication et stratégie numérique. Dites-nous, Monsieur Dacosta, est-ce que vous avez gardé des liens avec votre pays? Vous l'aviez dit tout à l'heure. Mais je repose la question. Mais bien, écoutez, je suis parti du Bénin en 77. Je suis revenu en 79. On m'a traité de mercenaire. Je me suis caché parce que c'était la révolution. D'ailleurs, j'ai fui à cause de la révolution. Et resté discret jusqu'en 89. 89, je suis revenu avec des jeunes français. Parce que la révolution commençait à battre un peu de l'aile. Et je suis arrivé ici à Boubé-Calavi avec une vingtaine de jeunes collégiens français. Nous avons séjourné au village d'enfants SOS. Nous avons travaillé avec les enfants, jardiné. Et ensuite, j'ai visité tout le Bénin pour la première fois. De Cotonou à Natitengu, en passant par Kétou, Abomey, Boyikon, Dassa, Natitengu, Boukoumbe, Tanguita, jusqu'à ce qu'on a traversé le Bénin pour aller au Togo. C'est là où m'est née ma passion de créer mon association, puisque après ce voyage de août 89, il y a eu la révolution de décembre, le renouveau démocratique et la conférence nationale auquel nous avons envoyé une délégation de la diaspora pour assister. Et c'est en juin 90 que j'ai créé une association qui s'appelle Amitié et Développement avec le Bénin. Et c'est avec cette association que j'ai commencé mon retour au Bénin. Nous avons fait le premier voyage de chef d'entreprise français au Bénin en mai 90. Et depuis, je n'ai jamais arrêté. Tous les ans, je venais à peu près 7 fois au Bénin. Je suis l'artisan de la construction de la salle de conférence du CIC, puisque c'est moi qui ai amené l'architecte, Pierre Fakouri, proposer le plan au président Soglo, et l'artisan aussi de la mobilisation des 4,5 milliards qui ont servi à sa construction. Donc, cette action envers mon pays, je l'ai fait régulièrement depuis 90, et de 90 à 2024, j'ai l'habitude d'être au Bénin pratiquement, allez, on va dire, 5 à 6 fois par an. Nous avons accompagné des jeunes créateurs de mode. 97-98, nous avons organisé le concours de jeunes créateurs de mode qu'on a appelé Ressort de la créativité. Non, 3 Béninois, une fille et 2 garçons sont allés successivement étudier à l'école S-Mode, l'une des plus grandes écoles de mode au monde. Et le premier qui est parti, c'est Didier Fabrice, vous le connaissez aujourd'hui, qui est établi. Ensuite, il y a Kodo Elfège et notre sœur Lily Sassé, qui, elle, est tellement perfectionnée qu'aujourd'hui, elle aide à l'atelier Dior en France. Nous avons accueilli des troupes folkloriques. Nous avons accompagné des chanteurs comme Toron Stan, Richard Flash, Laurent Onsavi et j'en passe. Nous avons mené des coopérations culturelles. C'est ainsi que nous avons accueilli M. Zimpé en 2012 à Rony avec un budget d'environ 25 millions de francs CFA qui lui a permis d'apporter une collection qu'il a exposée et qu'il a exposée lui-même au plus grand. Et je pense que nous sommes un peu catalyseurs du succès que Dominique Zimpé a aujourd'hui. Okay. Donc voilà,
peux continuer pendant encore 10 minutes D'accord, à vous citer tout ce que mon retour au Bénin a apporté à mon pays. Alors, j'ai annoncé tout à l'heure que vous êtes retraité de la fonction publique et territoriale, mais vous ne l'êtes pas en réalité. De quoi est faite votre journée de retraité? Alors, toujours actif? Voilà. Ma venue de retraité, le plaisir que j'ai là-dedans, c'est de décider le matin si j'ai envie de faire quelque chose ou pas. Voilà. Si j'ai pas envie de faire quelque chose, eh bien, ça peut attendre. Mais quand je décide de le faire, ce matin, j'étais à une réunion au ministère du cadre de vie parce que je suis en relation avec eux pour apporter certains conseils, notamment à la manière dont la population occupe de manière anarchique l'espace public. Oui. Et il y a même plus grave. Sur nos routes, le citoyen lambda se permet de faire du béton pour pouvoir monter sur le trottoir. La loi l'interdit. J'interpelle les sécu, les CA, d'aller regarder sur nos routes. On n'a pas le droit de diriger un édifice sur le domaine public, mais ça se fait. Donc, le matin, j'étais au ministère du cadre de vie. Ensuite, j'étais au siège du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur, où j'ai accueilli successivement une compatriote qui travaille dans la diplomatie culturelle et touristique. Je vais rencontrer cet après-midi les organisateurs de Fenouhibé. Et après, je peux aller voir des amis, la famille. Voilà comment donc ma journée. Ou alors, je prends la liste des courses. Et quelles sont les courses? C'est que quelqu'un veut faire un passeport en France et les documents sont perdus, et je vais lui conseiller la manière la plus adéquate pour le faire. Quelqu'un a son enfant qui est en France et qui cherche un stage ou qui n'a pas ses papiers, comment l'aider? Voilà donc les petites courses que je fais au quotidien. Ok. Alors, avez-vous des conseils à donner aux jeunes qui nous suivent et qui nous regardent actuellement, aux jeunes Béninois, aux jeunes Africains qui souhaiteraient faire comme vous? Oui, alors le conseil que je donne, il est toujours à double sens. Je dis d'abord, nos autorités ont le devoir de s'occuper des jeunes. Ils ont le devoir de s'occuper des jeunes, d'écouter leur détresse. Mais en même temps, les jeunes ont l'obligation de se prendre en main. Ils ne doivent pas attendre forcément que ce devoir-là soit accompli par l'État. Mais comment vont-ils le faire s'ils n'ont pas les moyens? Pardon? Comment vont-ils le faire s'il n'y a pas de moyens? J'ai donné un exemple très simple. J'ai rencontré des jeunes de l'école supérieure de management et je leur ai posé la question. Vous avez tous des smartphones? Et ils m'ont dit oui. Et vous avez tous du crédit, des forfaits Internet dans votre smartphone? Oui. Est-ce que vous connaissez le parcours 10 000 codeurs? Non. Sur 150 jeunes, un seul connaissait le parcours 10 000 codeurs. Or, ce parcours a permis à une jeune fille diplômée qui n'avait rien à voir avec le numérique, finir de trouver un travail à NCA Bank dans le numérique. Donc, il y a des dispositifs qui peuvent vous accompagner. Mais si vous n'êtes pas au fait de l'information... Le parcours 10 000 codeurs, c'est quoi? 10 000 codeurs, c'est... Alors, les jeunes qui m'écoutent, ils n'ont qu'à taper 10 000codeurs.com. Ça vous permet d'abord de vous 10 000 en chiffres ou... 10 000 en chiffres. Okay. De vous ouvrir les yeux. De vous présenter tous les métiers du numérique. Et à partir de ce moment-là, dès que vous choisissez, vous découvrez que avec le parcours que vous avez, ce parcours peut énormément s'enrichir si vous voulez faire un certain métier du numérique. Donc, on vous fait passer un passeport numérique. Après le passeport numérique, on vous redonne confiance en vous-même. On vous cherche des partenaires pour vous former. Et quand vous êtes formé, on vous met en lumière. Il y a la carte des talents 10 000 codeurs. Ce qui fait que lorsque vous êtes formé et que vous êtes sur cette carte, vous êtes visible, vous pouvez trouver du travail en Allemagne, aux États-Unis, en France ou tout simplement au Bénin, près de vous. Ce parcours existe. Nous avons déjà fait 2 forums il y a 2 ans et l'année dernière. Le 3e forum aura lieu le 26 juin à Parakou. Et des jeunes du Bénin ne sont pas au courant. Ce n'est pas normal. Donc, quand on est jeune et qu'on se cherche, la première chose qu'on doit chercher, c'est l'information. C'est d'aller sur le site de la NPE, sur le site de l'Institut français, sur le site de l'ambassade de France, sur le site de CIPI, de la GDIZ, même écouter votre radio. Vous voyez? Donc, on n'a pas le droit de s'isoler. Je dis aux jeunes, ne vous isolez pas, n'attendez pas
que les formations viennent vers vous. N'attendez rien de vos autorités. Allez vers eux et exigez ce qu'ils vous doivent. Voilà les conseils donc, que j'ai à donner aux jeunes d'aujourd'hui. Et surtout, ne désespérez pas. Tant qu'il y a un lendemain, ne désespérez pas. Si vous voulez commettre un acte désespéré aujourd'hui, reportez-le à demain. Et peut-être que demain, le bonheur vous attend. Il y aura du nouveau, d'accord. Vous présidez le bureau exécutif du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur. Comment se porte le HCBE aujourd'hui? Alors, moi je peux dire très bien, très bien aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été le cas. Après 3 ans de mandat, on a eu quelques turbulences, des contestations, même pratiquement des velléités de sécession. Que nos autorités n'ont pas bien compris ni apprécié, et ils avaient raison. Aujourd'hui, avec la démonstration de ce que le bureau officiel est en train de faire, puisque le bureau que je préside a son siège que le gouvernement nous a attribué, et ce siège est à Papa. Donc, ce bureau aujourd'hui, grâce aux actions que nous menons sur le terrain, nous avons réussi à convaincre les uns et les autres, et nous sommes un référent. Là où je vous parle, il y a 3 jours, le HCBE a été invité à rencontrer l'ANAT, qui était l'ANAT, l'Agence nationale pour le transport terrestre. L'ANAT était donc en France, et dans le cadre de leur séjour, ils ont demandé à rencontrer le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur. Mes représentants m'ont envoyé les comptes rendus. Et là, nous avons des conseils également à apporter. Oui, donc aujourd'hui, le Haut Conseil, je vous dis, se porte bien parce que au moins nous sommes fiers qu'on vienne vers nous pour notre expertise. Nous travaillons avec la CDC dans le cadre donc de leur programme qu'ils ont mis en route pour mobiliser l'épargne de la diaspora. Nous travaillons avec des organismes de transfert d'argent qui s'appuient sur nous pour pouvoir donc mobiliser également le transfert de nos compatriotes. Nous avons été sollicités par Africa Bourse et la BDIC dans le cadre donc de la vente des actions de la part de l'État dans l'actionnariat, donc la BBIC. Voilà, donc aujourd'hui, le HCBE est respecté, reconnu et sollicité, et nous sommes fiers donc d'apporter notre contribution. Tous les problèmes par rapport au dualisme ont été résolus? En tout cas, aujourd'hui, nous, là où on vous parle, nous, on n'entend pratiquement plus ceux qui ne sont pas d'accord. Nous travaillons sereinement, et c'est ça qui est important. Je dis bien, comment travaillez-vous à les faire amener à la maison? Écoutez, il n'y a pas à ramener ou à chasser. À partir du moment où le Haut Conseil fonctionne. À partir du moment où le Haut Conseil fonctionne. Si quelqu'un veut s'entêter à dire le contraire et qu'il a de l'écoute, tant mieux. L'important, parce que moi je prends exemple sur le fonctionnement du président Talon. Si vous voulez avancer au Bénin, n'écoutez pas les on-dit. Ne perdez pas votre temps à discuter. Agissez. Si le président Talon était resté à discuter de tout ce qu'on lui reprochait au quotidien, il n'aurait rien fait jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes arrivé, vous êtes élu, vous avez un plan. Cherchez les moyens qui vous permettront d'exécuter ce plan. Et bouchez vos oreilles et avancez. Bouchez vos oreilles et avancez. D'accord. Qu'apporte le HCBE à la politique interne ici au Bénin de développement? Alors, le HCBE est ta politique autonome et laïque. Donc, nous ne mêlons pas de politique. Nous sommes au service du développement. Donc, au service du gouvernement, quel qu'il soit. Quel soit le gouvernement qui arrive, le Haut Conseil est un outil de relais de l'action gouvernementale auprès de la diaspora. De manière à ce que nous puissions nous rassembler à l'extérieur, nous entraider, nous propulser mutuellement et ainsi aguerrir et avoir la possibilité d'intervenir dans la vie politique, économique et sociale. Vie politique veut dire quoi? Veut dire que la Constitution nous attribue le droit d'avoir des représentants au CES, par exemple, des représentants à l'Assemblée nationale.
nous ne l'avons pas aujourd'hui. Donc, c'est Vous battez pour l'avoir. On se bat pour l'avoir. D'accord. Donc, si on est en politique, ça ne peut être que de ce point de vue-là. C'est comment agir de manière administrative et lobby pour que ce que dit la Constitution soit mis réellement en application. Alors, nous sommes au terme de cet entretien, hein, Monsieur Romain Dacosta. Vous êtes le président de l'association Amitié et Développement avec le Bénin. Oui. Président du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur. Oui, je peux continuer. Je suis également le président du Haut. Oui. Quel regard portez-vous rapidement au dynamisme apporté au développement ces dernières années au Bénin? Par les associations ou par le gouvernement? Pas tout le monde. Écoutez, Notamment, je veux pas le gouvernement. Moi, je dis, j'ai amené des amis français à Burundi. Voilà. Et je veux organiser régulièrement des voyages de chefs d'entreprise. Je n'ai jamais eu autant, depuis 48 ans que je suis en Europe, je n'ai eu autant de personnes désireuses de rentrer au Bénin. Même des personnes que je n'imagine pas me téléphonent en disant « Ah, je suis à Cotonou ». Il y a, notez, dans cette semaine seulement, le nombre d'événements qu'il y a à Cotonou. Il y a le Fari, il y a Choose Bénin, il y a le Bénin International Forum. Oui. Notre pays bouge. J'ai entendu quelqu'un, je ne vais pas citer son nom, il me donne des boutons qui dit mais tant que ce qui a été fait peut être fait par quelqu'un, la personne n'a rien fait. Mais de quoi parle-t-on? Rien n'a été fait depuis l'indépendance. Vous pensez-vous que quelque chose a été fait? Trop de choses ont été faites, d'accord. Alors, écoutez, trop de choses ont été faites. La route que j'ai empruntée pour venir ici, un budget avait été voté pour qu'on ait une route 2 fois 2 voies de Cotonou à Boyikon. Ça s'est arrêté où? À Kassato. D'accord? On a voté pour que nous ayons un siège de l'Assemblée nationale flambant neuf. Il est au fond du lac à l'entrée de la ville. Voyez, donc beaucoup de choses ont été faites. D'accord. Je dis même trop de choses ont été faites en si peu de temps. D'accord. Monsieur le Président, vous êtes sur une radio thématique santé, culture, environnement. Hein, vous savez qu'il n'y a pas de développement, le développement pour lequel vous vous battez, sans santé. Tout à fait. En fait, que peut l'association Amitié et Développement avec le Bénin, le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur, que peuvent-ils pour cette superbe radio à Kassato au Bénin? Alors, nous ne sommes pas des personnes qui promettent en l'air, mais ce que je peux vous dire, nous avons, les 3 dernières années, offert une ambulance à la ville de Bopa, à la ville d'Ifaï et à la ville de Tori. Nous aurons encore des ambulances à disposition. Si ça vous intéresse, on peut regarder dans quelles conditions l'attribution peut se faire. Là où je vous parle, le Haut Conseil a une cabine de téléconsultation flambant neuve qui est mise à disposition en France. On cherche juste celui qui est capable de le transporter jusqu'au Bénin. Nous avons au sein du Haut Conseil de l'extérieur une commission santé qui recense les médecins béninois du monde. Parmi eux, nous avons réussi à mobiliser, grâce à notre référent santé, le docteur Koussemou, un groupement de Béninois qui a créé un GIE, un groupement d'intérêt économique, santé. Je peux les mettre en relation avec la radio et par rapport aux discussions que vous aurez, nous verrons les projets qui vont y jaillir. En tout cas, pour résumer, oui, nous avons la possibilité d'apporter notre contribution parce qu'effectivement, la santé est très importante et elle nous tient à cœur. Elle nous tient à cœur. Je participe au nom du Haut Conseil à la commission de l'association AMREF. AMREF, c'est ce qu'on appelle les docteurs volants et qui finance beaucoup d'associations dans le cadre de la santé, notamment les sages-femmes. Oui, et on a évoqué les pratiques de santé dans nos pays. Il y a un gros travail à faire. Et ça, je souhaiterais que votre radio s'appuie dessus. Que par exemple, quand un malade rentre dans un dispensaire, que spontanément, on ne lui mette pas
La perfusion, pression, oui, et tout mais ça. que d'abord qu'on lui fasse une goutte épaisse pour savoir s'il a le palu ou pas. Avant de... Voilà, il faut faire- militer pour qu'il y ait une procédure généralisée dans tous les centres de santé. D'accord. Il faut militer pour que les centres de santé aient des labels, pour pas que n'importe qui se proclame médecin. D'accord. Monsieur Romain Dacosta, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci pour votre infiniment d'être passé au studio Vincent Folly de Radio Afrique Santé. Merci beaucoup. J'espère que le parcours de notre invité de ce jour vous a inspiré, chers amis internautes et auditeurs de Radio Afrique Santé. À bientôt pour d'autres talents de la diaspora. Merci.